père d'une jeune fille et qui a décidé ceci. Moi, je cherche un prétendant qui ait fait le tour du monde et qui en soit revenu pour lui donner ma fille en mariage. Un volontaire se présenta à lui et dit « Moi, je ferai ce tour. » Alors il enfourcha son dromadaire et se mit en route. Il marcha pendant un bon bout de temps, puis vit 7 rivières et un tout petit trou. Leurs eaux coulaient dans ce trou, mais il ne se remplissait pas. Il s'arrêta, regarda longuement et se dit « En réalité, il existe bien 2 choses. Ce trou est petit, mais il ne se remplit pas, malgré ces 7 rivières. C'est étonnant. » Puis il poursuivit son chemin. Il partit trouver un dromadaire. Il y avait partout de la verdure, des arbres, de l'herbe, mais lui, il est si rabougri, comme s'il allait mourir. Et l'aventurier de se dire « Mon Dieu, regardez-moi ça, il y a abondamment de l'herbe et d'arbres. Et qu'est-ce qu'il a ce dromadaire pour maigrir ainsi? C'est étonnant. Il faut que je poursuive ma route. » Alors il continua son chemin et se trouva dans une plaine toute plate, sans herbe et sans arbres, mais ce dromadaire luisait de grosseur. Puis il se dit « Celui-ci, qu'est-ce qu'il mange pour grossir de la sorte? C'est étonnant. » Il continua sa route et trouva un agneau qui tétait toutes les brebis qui allaitaient, mais ne se rassasiait pas. Il se dit « Cet agneau tète lui seul 7 troupeaux de brebis, mais il ne se rassasie pas. C'est une merveille. » Il continua à marcher. Pendant qu'il marchait, il entendait un tam-tam qui tonnait fort. Il marcha pendant 2 jours et au 3e, il y arriva. Il vint trouver une chose qui ressemblait à une coccinelle. Quand il la toucha avec le bout de sa lance et dit « C'est cette chose-ci qui battait le tam-tam que j'entendais de loin ?» Mais cette chose s'agrandit et quand il répéta « Quelle est cette chose qui agit ainsi ?» Celle-ci se leva et atteignit sa taille. Alors il se dit « Attention, je ne dois pas continuer, sinon je risquerais de trouver quelque chose qui m'avalera. » Et revint sur ses pas. Il se rendit chez le père de la jeune fille et dit « Papa, j'ai marché et je suis revenu. » Le père de la fille lui dit « Bien, tu es revenu, n'est-ce pas ?» Puis ajouta « Mais qu'est-ce que tu as vu ?» Le jeune homme dit « En premier lieu, je suis allé trouver un dromadaire. Il y avait assez d'arbres et d'herbes, mais il était rabougri. Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Le jeune homme répondit « Non, je ne le sais pas. » Le père de la fille expliqua « C'est quelqu'un d'insatisfait. Il possède abondamment de richesses, mais convoite celles des autres. Qu'as-tu trouvé encore ?» Le jeune homme dit « J'ai trouvé une plaine toute plate. Il n'y avait ni eau, ni herbe, ni arbre, rien que de la canicule. Mais papa, ce dromadaire-là était gros. » Le père de la fille questionna « Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Et le jeune homme dit « Non, je ne le sais pas. » C'est une personne intègre. Elle est pauvre, mais son cœur est riche. Les biens des autres ne lui disent absolument rien. Elle se contente du peu qu'elle a. Qu'as-tu rencontré encore? Et le jeune homme répondit « Je suis allé trouver cette rivière qui se déversait dans un petit trou qui ne se remplissait pas du tout. » Et le père de la fille lui demanda « Est-ce que tu sais ce que c'est? Au moins. » Et le jeune homme répondit « Non, je ne sais pas. » Et le père de répondre « C'est le pouvoir. Le roi règne continuellement, mais ne dit jamais qu'il en a assez. » Le père de la fille lui demanda encore « Eh bien, qu'as-tu trouvé d'autre ?» Et l'aventurier répond « J'entendais de loin battre le tam-tam et ce n'est qu'au 3e jour que j'ai pu arriver là. Je vins trouver une toute petite chose comme une coccinelle. Et quand je l'ai touchée, elle s'est élevée et quand je l'ai encore touchée, elle se leva à ma hauteur. Puis j'ai cessé et me suis dit que si je continue à la toucher, elle finira par m'avaler. » Et le père de la fille de lui demander « Et tu ne l'as pas su, ça aussi ?» Et le jeune homme dit « Non, père, je ne l'ai pas su. » Et le père lui répondit « Ce sont les problèmes de la vie. Attends, je t'explique. Tu as un problème et tu as un meilleur ami. Tu l'informes. Lui aussi a un meilleur ami. Il l'informera.
L'autre aussi a un meilleur ami, il va l'informer. Et ainsi tout le monde en saura. Et le père de la fille ajouta: tu as effectivement fait le tour du monde, mon fils. Je te donne enfin ma fille en mariage. C'est l'histoire d'un jeune garçon pour qui se marier avec la fille de ses rêves compte plus que tout. Il est fou amoureux de Manjuna, une belle jeune fille. Ce jeune garçon s'appelle Dade. Comme pour lui, l'amour est un engagement pour la vie, il décida alors de s'engager auprès de sa dulcinée. Mais la famille de cette dernière ne semble pas partager cet avis. Ce que Dade ignorait encore, c'est que le père de sa dulcinée envisage précipiter le mariage de sa fille avec l'ami de son fils. Notre fils est un excellent chasseur, un bon cultivateur, il est fort brave. Mais pourquoi? Écoutez, nous sommes conscients que votre fils est un bon garçon. Nous le savons tous. C'est un bon chasseur, il est un bon cultivateur. Il manie à perfection les métiers manuels. Il est un brave garçon. Mais ce n'est pas suffisant. Mais dites-moi pourquoi il n'est pas... Votre fils n'est pas... Comment dire? Il n'est pas complet. Ce n'est pas encore un homme complet. Mais que voulez-vous dire? Soyez plus explicite. Notre fils n'est pas un homme complet, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, nous nous sommes renseignés. Vous êtes une bonne famille, de bonnes personnes, respectueuses et le cœur inondé d'humilité. Mais votre fils, il n'a pas suivi une initiation, il n'est pas initié. Ah, je vois maintenant. Et voilà le problème. Beauté, jeunesse, force, agilité et bravoure ne suffisent, hélas pas, d'être un homme complet. Il faut en plus de ces qualités ravitailler sa formation au cœur des savoirs ancestraux. Je vais quand bien même lui donner une chance de faire sa preuve. Et comme logiquement on est censé être juste, alors je vais repartir cette possibilité aux deux prétendants. Prétendants? Devrions-nous comprendre par là que vous avez accédé à notre requête, que vous avez accepté la candidature de notre fils? Tout dépendra de ce qu'il va accomplir. Le premier qui dénichera la pierre précieuse dans la grotte d'Angala. Angala? Angala? Mais c'est dangereux. Ne serait-il pas possible Le premier qui dénichera la pierre précieuse dans la grotte d'Angala, le premier qui rentrera du rituel d'initiation avec cette pierre, épousera ma fille. Mais c'est dangereux. Ne serait-il pas possible de... À présent, ils sont deux prétendants. Bonne chance aux candidats. Que Dieu et les ancêtres veillent sur vous. Mais qu'allons-nous faire? Écoute, je veux que tu te calmes. Et oh, lève tes mains de ma future épouse et tout de suite, incomplet. Mais qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Ouvre bien tes yeux et regarde cette belle jeune femme. Est-ce qu'elle ressemble à l'épouse d'un non-initié? Dade est révolté. Il prit une décision. Non, Dade, c'est dangereux. Ne le fais pas pour moi. Je le fais pas pour toi, ni pour moi, mais pour nous. Ce que Dade ignorait encore. Des légendes racontent que quiconque s'est hasardé dans cette grotte d'Angala n'est jamais réapparu. C'est un lieu riche qui abrite un champ de pierres précieuses et qui nourrit le rêve de toute fille du village. Il semble que ces pierres précieuses possèdent le pouvoir d'illuminer la beauté et de revigorer le charme de quiconque la portera.
Seulement dans cette grotte, on raconte qu'il n'y a pas que des pierres précieuses, mais bien d'autres choses effrayantes. L'initiation marque le passage d'un statut à un autre. Les techniques dépendent d'une société à une autre. Les rites initiatiques sont un peu comme un baptême spirituel. Et qui dit spirituel, dit aussi exploration des mystères. L'initiation constitue un moment de confrontation avec ses propres limites, période au cours de laquelle nos connaissances se ressourcent au cœur de la sève ancestrale. On sort instruit, transformé. Le moment est enfin arrivé pour Dadé. Il va pouvoir renaître en homme, tel que souhaite sa belle famille. Avec les autres garçons, ils sont conduits dans la brousse, seuls, accompagnés de leur babarou spirituel. Dorénavant, leur maison est la brousse, tous unis par leur père spirituel. Dès leur arrivée, ils reçurent des consignes. Conduits au bord des marécages, ils récoltèrent tout ce qui est nécessaire pour leur maquillage, des feuilles, de l'argile et du pigment. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres, car il est celui qui annonce votre renaissance. Voici pourquoi vous avez intérêt à être 10 fois plus attentif. Je vous mets en garde contre des comportements malsains, offensants entre vous, pour ne pas choquer aussi la nature qui vous a accueilli et bercé. Dadé est nerveux car il ignore encore ce qu'il va connaître et ce qui va se passer dans les jours à venir. Après un bain dans la fumée sacrée, ils suivirent leur babarou spirituel au cœur de la brousse où ils apprirent à distinguer les plantes, à comprendre et interpréter les buts de la nature. Venus drapés d'un morceau de tissu, ils apprirent aussi à tisser leurs propres vêtements. Cette initiation est plus qu'une conversion de la maturité pour Dadé. C'est une séance d'endurcissement. Après le test de la bravoure, ils sont partis chasser, car ils doivent prendre de la force pour l'étape suivante. Celle-là, c'est la plus sensible avant le grand retour. Il s'agit du voyage dans le monde des esprits. Lors de votre traversée dans le monde des esprits, il y a des choses que vous ne devrez pas faire. Comme quoi? Ne soyez pas pressés, doucement. Je disais que lors de votre traversée, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ne vous laissez pas distraire par des voix peu commodes. Ne vous retournez surtout pas, quels que soient les bruits, quelle que soit la situation. Ne vous retournez pas même si on vous appelle par votre propre prénom. Le voyage est court, mais très long, car vous devez là affronter vos propres réflexes, la curiosité qui vous distrait et bien d'autres choses. C'est un moment de concentration. Alors bougez vos oreilles, n'écoutez que votre respiration et avancez. Nous vous attendrons de l'autre côté de la brousse pour vous accueillir. Courage et que les ancêtres veillent sur vous, mes fils. Peu après, ils prirent un bain de décoction et leurs pieds furent arrosés de bière de mil pour que les ancêtres assurent leur protection. Chacun prit sa gourde et partirent sous la bénédiction ancestrale. Ce fut un véritable moment d'isolement. Biok posa une épine dans la paire de chaussures de son rival, bien sûr pour le ralentir. Après des moments de marche sous le soleil, ils sont assoiffés, désorientés et commencent à halluciner. Dadé s'assit et but de l'eau. Et puis reprit son chemin.
Dade affronta les pièges et les obstacles que son rival Biok lui a posés. Il continua sa route, puis entra enfin dans la grotte d'Angala. Un seul chemin mène au cœur de ce lieu sacré, où il trouva enfin le champ, l'océan de pierres précieuses. Dès qu'il ramassa l'une d'elles, une immense créature jaillit des eaux. Elle est imposante et bizarre, un serpent avec une tête de panthère et des nageoires de poisson. Durant son éducation, son père lui a transmis des connaissances qui lui permettront de surmonter, de transcender des situations difficiles pour pouvoir survivre quel qu'en soit l'environnement dans lequel il est piégé. Mais cette situation-là est différente. Dade s'aima d'abord la créature pour gagner du temps. Son côté poisson ne lui laisse pas trop de chance à l'air libre. Son côté panthère également présente une faiblesse, car les félins n'aiment pas les bruits stridents. Ils sont très sensibles. Alors Dade s'est mis à crier, à chanter, encore à chanter. Et en chantant, il réussit à hypnotiser son côté serpent. Biok, qui était resté caché, était tellement épeuré pour affronter la créature. Alors il saisit sa chance. Il saute sur l'occasion. « Lâche-moi! Lâche le sac! Lâche, je te dis, tu vas me faire tomber! Lâche ça! » Si tu crois que je vais te laisser partir avec cette pierre précieuse, tu as menti. Tu n'épouseras pas Manjuna. Tu n'épouseras pas Manjuna. Une fois débarrassé de son rival, il continua son chemin. Pendant qu'il marchait, il entendit le rugissement d'un animal, mais ne se retourna toujours pas. Il entendit aussi les pleurs d'un nouveau-né. Alors il s'arrêta, mais réfléchit un moment, puis continua son chemin. Dade doit faire preuve d'une force prodigieuse pour échapper aux prédateurs, car ici, il est une proie pour les esprits qui cherchent à évaluer ses limites. Mieux vaut se boucher les oreilles et ignorer les voix de la nature pour l'instant. Soudain, une silhouette apparut en face de lui. Il reconnut sa dulcinée, Manjuna. « Manjuna, que fais-tu ici ?» Elle se transforma en sel et s'écrasa au sol. Ses grains, soufflés par le vent, s'éparpillèrent. Et quand il se retourna pour suivre la route, plus rien n'était comme avant. Dade est égaré. Dade sent qu'il s'approche de son échec. Son espoir d'accomplir sa mission de devenir un homme complet est en train de s'amenuire. Il n'aurait simplement pas dû se tourner. Maintenant, il veut juste retrouver la bonne route. Après moult réflexions, il décida de suivre le chemin en direction du soleil. Bel homme, jeune homme, qu'est-ce qui vous amène dans mon royaume? Je suis en train de chercher le chemin pour rejoindre le point de rassemblement. Oui, je peux t'aider. Ah, enfin, merci. Mais à une condition, j'aimerais que tu deviennes le roi de notre royaume. Merci, mais mon cœur est pris et je vois. Vous avez le choix entre devenir un roi d'une riche contrée ou l'égaré du monde enchanté. La 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 la, lila la la lila la. Homme des terres élevées, saisis ces chances qui t'est dédiée. Altesse sera ta désignation, éternelle jeunesse sera ton existence, richesse sera ton compagnon. La 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 la, lila la la lila la. Tes yeux se nourriront de l'élégance. Ta vie ne sera qu'opulence.
Et tu apprécieras ton aisance. Oh oui, tu seras heureux dans ce monde merveilleux. Alors que son espoir est en train de s'essouffler peu à peu, il trouva sa route dans ces mots. Merci, mais mon cœur est pris. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je n'ai pas posé cette question à mon cœur. Lui seul le sait, mais je pense qu'il ne me le dira pas. C'est un coffre à énigme. Tes yeux, ils doivent savoir. Ils doivent le savoir, non? Oui, on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Peut-être qu'ils ont aperçu leur propre reflet et ressenti une certaine compatibilité. Je ne sais pas, la nature est un mystère. Bien, faites bonne route, monsieur. Björk réussit à sortir indemne de la grotte et poursuit son chemin à la recherche de son rival, Dade. Mais où est-il passé? Ah, le voici. Je te tiens, tricheur. Il a disparu. Bel homme, jeune homme, j'aimerais que tu deviennes le roi de notre royaume. Regardez-moi ça, même les génies ne résistent pas à ma beauté, ma belle carrure. J'en étais sûre, je suis le plus beau du village. Homme des terres élevées, saisis ces chants qui t'est dédiée. Altesse sera ta désignation. Éternelle jeunesse sera ton existence. Richesse sera ton compagnon. Ta vie ne sera qu'opulence. Et tu apprécieras ton aisance. Oh oui, tu seras heureux dans ce monde merveilleux. Oh oui, tu seras heureux dans ce monde merveilleux. C'est vrai, pourquoi souffrir jour après jour alors qu'on ne vit qu'une seule fois? Faire des briques le matin, construire des cases sous le soleil ardent, chasser dans la brousse dangereuse. Non, je pense que c'est la chance qui me sourit. Je vous prie de vous abreuver. Vous devez être déshydraté. Dade réalisa qu'il a réussi son test. Allez, viens, suis-nous. Il a été mis au défi de l'abondance, du pouvoir et de la trahison. Il a choisi l'amour et ses convictions. Chaque candidat a été ainsi testé en fonction de ses projets, ses préoccupations, ses convictions, car c'était aussi des points faibles, tout comme des points forts, sur lesquels les guides spirituels s'appuient pour mesurer le degré de maturité des futurs initiés. Le rival de Dade a donné une suite favorable à la génie et il a hélas échoué. Son appétit pour l'opulence, l'autorité et surtout l'arrogance l'ont dévié du chemin. En attendant le prochain appel à initiation, Dade a pris de l'avance en épousant la fille de ses rêves, Manjuna, et ils vécurent épanouis et joyeux. En réalité, loin de l'initiation traditionnelle, la vie, à travers nos échecs et nos combats, nous fait subir à sa manière un rituel initiatique. En conclusion, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des initiés. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. J'ai les mains qui brûlent. Regarde, j'ai les mains qui brûlent. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Homme de terres élevées. Je ne veux plus de votre richesse, de votre monde malheureux.
Homme de terres élevées. Vous êtes à présent mon prisonnier. Vous allez travailler. Je suis épuisé. Je ne veux plus de votre monde malheureux. Un mari inattendu. À une époque lointaine, un père, chef d'une grande tribu, voulait marier sa fille qui a atteint l'âge de se marier. Elle s'appelait Kododiye et avait bénéficié d'une bonne éducation pour son époque. Elle est capable de tresser une natte, tisser son propre tissu avec de beaux motifs. Elle est polie, c'est une bonne archer, très intelligente et posée. Pour couronner le tout, Kododiye est belle, chaleureuse et accueillante. Cette élégante bout de femme est aussi la fille d'un homme puissant et très protecteur. Même si elle le trouvait un peu excessif, lui se défend de jouer le rôle de père. Il est non seulement protecteur, mais également très exigeant. Un bon matin, alors qu'elle vaquait à ses occupations journalières, il l'appela. Lorsque le couple se trouva côte à côte, avant un discours, cela présageait une nouvelle. Trouvant l'atmosphère pesante, elle se demanda s'il ne tramait pas quelque chose. Son père, d'un air sérieux, lui dit ceci. « Ma fille, je t'ai trouvé un prétendant. » Avec ce monsieur, tu vas vivre très heureuse. Il est riche et possède à lui seul un grand village avec plusieurs têtes de bétail. C'est tout un éventail de richesses. Mais bien qu'elle soit polie, Kododiye ne semble pas accepter ce choix fait par ses parents. D'accord, père. Merci d'avoir choisi pour moi. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. C'est ça? Oui, ma fille, je suis ton père et je te dénicherai toujours le meilleur. Mais père, je ne veux pas te contrarier, mais... Mais quoi? Tu n'aimes pas mon choix? Kododiye! Papa, je vous ai dit que je voulais me marier avec celui qui a demandé ma main lors de la dernière saison de pluie. Kododiye, je suis très déçu. Je ne m'attendais pas à ça. Je constate que tu n'es pas consciente de la situation. Tu vas te marier avec celui que nous avons choisi pour toi. Le jour suivant, les félicitations commencent à fuser et le mariage a été ensuite célébré en grande pompe, à l'image de leur grandeur. Kododiye a été maquillée. On lui posa le gungumne, une couronne traditionnelle faite de métal et perles sur la tête. Des beaux bijoux, un magnifique pagne noué autour d'elle embellissait sa belle allure de princesse. Kododiye est installée sur sa carrousel, prête à être conduite chez elle. Ce fut l'un des plus beaux jours pour son époux, ses parents et la famille tout entière. Ce fut un jour douloureux pour le premier prétendant, celui qu'elle espérait épouser. Il exerçait le métier de chasseur et aidait bénévolement les autres à ses heures perdues. Il est aussi travailleur, une valeur très appréciée dans cette magnifique région peuplée de cultivateurs, de chasseurs et de cueilleurs. Un endroit où la main-d'œuvre est mise en valeur.
Malgré ses nombreux qualificatifs positifs, il ne pourrait égaler son rival qui, lui, dispose d'un atout fortement convaincant. Il est aussi riche. Le convoi de carrousel est en train de se préparer et Kododié va bientôt quitter sa maison familiale pour se rendre au foyer conjugal. Il y a de l'effervescence en l'air. De nombreux accompagnateurs poussaient des cris excités par l'ambiance festive. Le candidat malheureux aussi est présent. Il a été choisi avec d'autres chasseurs pour assurer la sécurité du convoi. Dans la brousse, le convoi roulait à toute allure et les passagers savouraient paisiblement cette magnifique vue que leur offre la nature sauvage. Mais une surprise les attendait. Tout à coup, de nulle part surgit un immense lion. Il avait la crinière foncée, preuve qu'il est mature et aguerri. Le regard terrifiant et une gueule immense. Son rugissement fit fuir tout le monde, tout le convoi. Ce fut la débandade. Les affaires abandonnées par les voyageurs dans la précipitation jonchaient le sol. Kododié et son époux se trouvèrent seuls en face du puissant félin et aveuglement affamés. Saisi d'une peur immense, son mari poussa un cri strident. Dégage! Et prit ses jambes au cou, sans se retourner, abandonnant sa jeune épouse à la merci du lion. Chef, chef, non chef, ne fuyez pas, restez. Ça y est, je vais mourir aujourd'hui. Au secours! Soudain, le chasseur, n'ayant pas le choix et missionné pour la sécurité du convoi, bondit sur le lion, le tint par la crinière et lui planta sa lance à l'épaule. Il fut projeté par l'animal qui, heureusement, choisit de s'échapper pour éviter une deuxième blessure mortelle. Le malheureux prétendant conduit la carrousel de la mariée vers le chemin le plus court, celui du retour. Les habitants du village étaient à la fois étonnés et préoccupés de retrouver la mariée dans un tel état. Kododié fit part de leur mésaventure, ce triste événement qu'ils avaient vécu pendant le voyage. Heureusement, il y avait le chasseur qui l'avait sauvé. Je croyais avoir donné la main de ma fille adorée à un homme. Or, il s'agit rien d'un vulgaire poltron incapable de défendre son épouse
face à un tel danger. Dans cette région où la peur n'est pas tolérée, où le manque de courage n'est pas admis, le divorce fut immédiatement prononcé. Dans les jours qui suivent, le père, après une longue réflexion, décida de concrétiser le rêve de sa fille. Il la maria au courageux chasseur qui n'est autre que le malheureux prétendant, sans qui elle ne serait qu'une histoire ancienne. Et pendant que l'ex-époux poltron, égaré, rôdait encore dans la brousse à la recherche de son chemin, l'héroïque chasseur célébrait sa double victoire. Celle qui avait épargné miraculeusement la vie de sa dulcinée contre une bête féroce et celle qui a réussi à sauver leur mariage au détriment d'une union non désirée. La vie nous réserve autant de surprises. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. De la poule et du chat. Durant une succession de nuits et de jours, un chasseur marcha dans la brousse en quête d'un gibier. Alors qu'il avança au milieu des hautes herbes, il aperçut un enclos qui regroupait de belles cases. Mais ces cases étaient métalliques et brillaient. Mais tout brillait ici. Tout est beau, tout est brillant, tout est luisant. Les cases, tout comme les accessoires qui s'y trouvaient. Il faut le rappeler qu'à cette époque, le métal le plus précieux dans ce lieu était le fer. Et comme par magie, tout dans cet enclos était en fer. Curieux, il s'approcha, puis frappa à la porte. Une fille ouvrit la porte. Elle est accueillante, gentille et sourit à tout bout de champ. Elle l'invita à prendre un bain de lait de vache. Ensuite, elle alla lui chercher des œufs frais de pintade. Elle lui servit également de tourteaux de sésame au miel. Et enfin, elle lui présenta un délicieux plat de boules de mil à la sauce de légumes. Une fois rentré tout joyeux chez lui, il demanda à ses parents de convoquer le village. Et comme à l'accoutumée, il fit sortir le tambour et le père entama la percussion qui en un laps de temps provoqua un attroupement. Il informa également les habitants de sa découverte. Les informations passèrent de bouche à oreille, de case en case, d'enclos à enclos et de village en village. La population est prise d'engouement. Lorsqu'il retourna enfin pour voir ce qui s'y trouve à l'intérieur, ce fut trop tard. Il ne trouva que de la désolation. Tout fut pillé.
ramasser. Alors il s'assit, le temps de reprendre ses forces. Et lorsque ses yeux de chasseur perçurent quelque chose qui bouge parmi les feuillages de l'arbre, on pourrait croire qu'il fait partie intégrante de la plante. Le chasseur s'approcha et vit caché dans un panier un bel oiseau avec des yeux de cristal. Et donc il prit le panier et rentra chez lui, à la maison. Il trouva sa mère qui paraissait l'attendre depuis une belle lurette. Et à nous, qu'est-ce que tu as apporté? Regarde, je trouvais un oiseau, un bel oiseau aux yeux de cristal. Quoi? Un oiseau? N'est-il pas beau? Les gens apportent du fer chez eux et toi, c'est un oiseau que tu nous amènes à la maison? Alors disons la bienvenue aux nouveaux membres de la famille. En colère, le lendemain matin, sa mère prit le soin de donner à manger au chat et à la poule, mais ne donna pas à manger à l'oiseau. Une manière à elle d'exprimer son désaccord et faire en même temps savoir à son fils que cet oiseau n'est pas le bienvenu. Elle confia le mil à décortiquer à la poule et au chat. Je suis tellement fatiguée. Notre mère, elle nous donne encore du travail. Elle veut encore qu'on décortique le mil. Encore. Et moi qui ai les mains, tu méfiais. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Moi, je voudrais bien le faire, mais comme je te l'avais déjà dit, j'ai un peu mal partout au dos, à la cheville, à la nuque. Aïe! Décortiquer demande 4 mains. Ou rien. Alors si tu refuses de travailler, cela ne servira à rien que je me fasse de la peine. Le travail, c'est la souffrance. Les deux jetèrent les pilons et partirent en promenade. Aussitôt, l'oiseau prit la forme de la fille. Et elle ramassa le mil et le décortiqua, rangea la maison et lava les linges sales. Je suis la femme oiseau qui décortique le mil et qui fait le ménage, qui rend toujours service, le cœur inondé de joie. Et c'est la femme oiseau qui décortique le mil et qui fait le ménage, qui rend toujours service, le cœur inondé de joie. Le chat et la poule étaient surpris. Mais qui a fait notre corvée à notre place? Je ne sais pas. Moi qui croyais que c'était toi qui l'as fait. Bon, tant mieux. Plus tard, quand la mère revint à la maison, le chat et la poule l'accueillirent. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bon retour à la maison. Bon retour, maman, à la maison. Ta jolie maison que nous avons rangée. Et le linge sale que nous avons lavé. Et même le mil que nous avons décortiqué. Impressionnée et ravie par le service que ses enfants prétendent avoir rendu, la mère les remercia et réaffirma son amour en leur offrant des cadeaux. Le jour suivant, la mère remit encore du maïs à ses super filles et s'en alla. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Moi, je voudrais bien le faire, mais comme je te l'avais déjà dit, aïe, le travail, c'est la souffrance. L'oiseau reprit la forme de la fille et s'occupa de toutes les tâches ménagères. Mais pendant ce temps, une voisine observa la scène. « Je suis la femme oiseau qui décortique le mil
et qui fait le ménage, qui rend toujours service, le cœur inondé de joie. Je suis la femme oiseau qui décortique le mille et qui fait le ménage, qui rend toujours service, le cœur inondé de joie. Plus tard, quand la mère revint à la maison, le chat et la poule l'accueillirent. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bon retour à la maison. Bon retour maman à la maison. Ta jolie maison que nous avons rangée. Et le linge sale que nous avons lavé. Et même le mil que nous avons décortiqué. Alors, lorsqu'à son retour, la mère réaffirma sa reconnaissance à ces deux super filles, la voisine vint la voir. Ce ne sont pas tes filles qui ont fait le ménage, décortiqué le mil, lavé le linge et fait ce que tu leur avais confié. Mais personne d'autre, à mon avis, ne peut le faire. Ce sont mes enfants et j'ai confiance en elles. Alors on va faire quelque chose. Le jour d'après, la mère confia une énorme tâche ménagère à ses deux filles. Puis elle s'en alla. Mais au lieu d'aller au marché, elle fit un détour pour observer toute la scène. Elle veut encore qu'on décortique le mil. Encore. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Le travail, c'est la souffrance. Je suis la femme oiseau qui décortique le mil et qui fait le ménage, qui rend toujours service, le cœur inondé de joie. Elle fut surprise. Oh mon Dieu, ce n'est pas un oiseau, c'est une fille au cœur illuminé de bonté. Et mes enfants, qui me mentent. Cette fille est plus précieuse que le fer. C'est la gentillesse dans sa forme humaine. Elle retrouva la fille avec la voisine et la remercia sincèrement. Pour éviter que cette jeune fille se transforme en oiseau de nouveau, la Gamarga, qui est la fée, leur offrit des bracelets, des anneaux en acier qu'elle doit porter toute sa vie et tout le temps qu'elle passera dorénavant parmi sa nouvelle famille. La mère, très heureuse, n'a pas hésité un seul instant de lui proposer de vivre avec eux. Cette fille orpheline vit sous le sort d'une sorcière qui l'a transformée en femme oiseau. Et c'est pourquoi, pour rompre ce sort, elle doit dorénavant porter ses bijoux qui la rendent d'ailleurs jolie. Et depuis, la joie et la convivialité sont devenus les nouveaux compagnons de cette famille.
Tu as été au marché? Oui, j'ai déposé les courses à la cuisine. Alors, si tu n'as rien à faire, viens me détrisser les cheveux. Je dois aller accompagner Gintalia. Mambia, je t'avais dit de ne pas traîner parmi ces filles. Sois prudente quand même, au moins. Je suis prudente, Tantine. J'écoute toujours ce que tu me dis. Je voudrais juste l'accompagner et puis c'est tout, je rentre à la maison. Rien de grave ou de dangereux. Susuna, Susuna. Danario. Il était une fois, dans une région éloignée, très éloignée, vivait une orpheline qui répondait au doux prénom de Mambia. Sa mère et son père avaient quitté ce monde si tôt, alors qu'elle n'était qu'un bébé. Mambia grandit avec sa tante, parmi ses cousins et cousines, nourrie par le lait d'une moutonne qui lui a été spécialement consacrée. Elle considère cette dernière comme une seconde maman. Une forte complicité silencieuse les relie depuis la première fois qu'elle avait bu son lait. Naturellement, les jeunes moutons ne sont d'autres que ses aimables petits frères. Alors qu'elle grandissait, la petite fillette, têtue et agitée, devint posée, agile et terriblement belle. L'on disait qu'elle possédait des aptitudes d'une excellente chasseuse. Pendant que les autres rentraient de la chasse avec des pintades, des lièvres, elle rentrait avec des gibiers plus grands. Ce qui nourrissait la famille pendant longtemps et attisait une admiration du village. Et oui, la beauté seule n'est pas suffisante, il faut plus. Contrairement aux autres filles de son âge et de sa région, Mambia est comme une fleur autour de laquelle gravitent de multiples prétendants, beaucoup de candidats. Cette gravitation pourrait causer une tempête de jalousie, mettant ainsi en danger cette belle et adorable fleur. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, Mambia a des amis. Du moins, c'est de cette manière qu'elle les désigne. Des amis, des personnes qu'elle apprécie, des personnes avec qui elle aime passer ses temps libres et quelquefois partager des confidences. Non, c'est pas vrai, c'est lui qui t'a offert. Non, je ne crois pas. Ben si. Regarde, on voit même l'emblème de la royauté. Ce bracelet illustre que Mambia est appréciée par la royauté et semble être inscrite dans le registre des honneurs, même si elle ne figure pas dans la hiérarchie. La chasse faite par Mambia est spéciale. Elle diffère des autres par la façon avec laquelle elle ôte la vie au gibier. En réalité, elle ne le tue pas sur le champ. Ses flèches atterrissent toujours dans un endroit ciblé, précis, pour endormir l'animal, pour qu'il ne souffre pas. Et c'est justement pour cette belle action, ce sens d'humanisme, qu'elle est appréciée. Mais le prince qui voit en elle une possible future princesse ne cache pas son admiration, une admiration affichée, assumée, qui attise la jalousie. Une jalousie qui émerge non loin de l'environnement amical de la prodigieuse chasseuse. L'une de ses copines supporte déjà très mal cette élévation. Après tout, ce n'est qu'un métal avec une gravure. Il ne changera pas ma nature, ça ne changera rien à notre amitié. C'est ce qu'on verra, oui, c'est ce qu'on verra. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, tu n'as rien constaté, hein?
n'as rien constaté? Tu n'as pas remarqué que même ta façon de parler a changé? Après tout, ce n'est qu'un métal avec une gravure. Il ne changera pas ma nature. Aïe. Madame parle déjà comme une princesse. Madame se croit déjà couronnée. Mon œil, oui. Attends, arrête, tu rigoles? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Allons les filles, ça va. Laissez tomber, c'est juste une blague. N'est-ce pas tu blagues, Gintalia? Oui, je sais, c'est juste une blague. Hein. C'est juste une blague. Peu après, quand tout le monde rentra enfin chez lui, une personne fit semblant de rentrer aussi, mais elle se cacha derrière un arbre. Et quand l'endroit fut enfin calme, elle vint ramasser les empreintes de pas de Mambia qu'elle amena illico presto chez une sorcière pour sceller le sort de la fleur tant admirée. Alors un jour, quand le groupe d'amis alla se baigner au bord du fleuve, Mambia se transforma en coquille et disparut dans l'eau. Par hasard, un varan aquatique, naviguant dans le fleuve en quête d'une proie, remarqua le coquillage et l'avala, scellant ainsi le destin funèbre de cette villageoise, pourtant vouée à un bel avenir. Durant longtemps, plusieurs jours et plusieurs nuits, des hommes, des femmes, la faune et les enfants la cherchèrent en vain. Sa famille est triste, ses cousins par alliance aussi. Le temps passa et il réussit à penser progressivement le chagrin et la préoccupation de ses proches. Jusqu'au jour où un pêcheur passant par là captura le varan et l'amena chez lui pour le déjeuner. Regarde, j'ai trouvé ce varan, il est tellement beau et musclé. Il doit être très délicieux, hein? Laisse-moi te préparer la soupe du varan aux légumes la plus délicieuse au monde. Merci. En vidant le varan, elle retrouva la belle coquille. Djorko! Viens vite voir, j'ai trouvé quelque chose. Oui, quoi? Regarde, j'ai trouvé un porte-bonheur. Ah oui, c'est vraiment notre porte-bonheur. Fais voir comme ça. On va être riche. On va vraiment être riche avec ça. Je sais où trouver le bon client. Le pêcheur trouva une coquille pas comme les autres. Elle est nacrée, enveloppée d'un vernis arc-en-ciel et fait du bruit. Le pêcheur, fort convaincu d'avoir déniché une coquille inestimable, essaya donc de la vendre à un riche cultivateur. Ce dernier le confia à son tour à un artisan pour lui confectionner un bracelet unique, original, un porte-bonheur. Alors le fabricant, remarquant l'insigne de la royauté, se rendit au royaume pour informer la cour. En réalité, il crut qu'il s'agissait d'un bien royal dérobé. Il comprit très vite qu'il s'agissait d'une œuvre unique. C'est la première fois que je vois ça. Quoi? La nature qui produit des coquillages marqués par notre emblème royal. C'est la première fois que je vois ça. C'est une bénédiction qui vient du haut.
Vous êtes l'élu et votre validation et reconnaissance ne dépend ni des humains ni de... Chut. Je crois avoir entendu une voix. Une voix? Si le prince crut avoir entendu, ne serait-ce qu'une voix, c'est que c'est vrai. Et... Chut, s'il te plaît. Suivez le souffle du vent et les odeurs du savon. Il vous conduira au pied des amas de beaux rochers, là où la jalousie m'a jeté dans la gueule du gouffre. Je suis là sous vos pieds, sous terre. Je vis parmi les rochers, ma nouvelle maison. Ma beauté est prisonnière d'un aquarium mystérieux. Mon âme est enveloppée dans les écailles. Mon corps est emprisonné dans une bulle. Je me demande comment m'en libérer. Je me demande comment m'en libérer. Le prince reconnut immédiatement l'intonation de la voix unique de Mambia et décida tout de suite d'envisager une solution pour lui restituer sa belle allure et sa beauté légendaire. Mais pour cela, il fit un communiqué où il promit de l'or et du bétail à quiconque réussirait à briser le sort funèbre. Des volontaires, des charlatans, les plus brillants alchimistes du royaume, les meilleurs magiciens, des médiums, des enchanteurs et des enchanteresses tentèrent tous les voies et moyens possibles pour briser le sort, mais en vain. Parmi les sorciers, il y avait aussi l'enchanteresse qui était à l'origine du sort. Elle proposa son savoir-faire au royaume. Tous les meilleurs connaisseurs des magies ont échoué. Qu'est-ce qui nous prouve que tu réussirais? Ils ont essayé, je vais aussi essayer. Vous savez, je ne connais pas mes victimes. Je ne sais pas qui ils sont. Tu fais du mal à des personnes que tu ne connais même pas. Je vis de mon don. C'est la nature qui m'a programmé de cette manière. Mais tu pourrais au moins choisir de faire du bien. Je n'ai pas le choix. Non, mes dons sont d'ordre négatif pour les victimes et satisfaisants pour les demandeurs. Tout dépend de quelle position vous observez la situation et jugez mes dons. Maintenant, nous sollicitons votre aide. Si j'ai réussi, la personne qui a commandé ce sort ne sera pas contente du tout. Et vous serez heureux. Alors, suis-je bonne ou mauvaise? D'accord, vous avez gagné. Je vous comprends. Commençons alors. Et si votre tour de magie échoue, nous serons dans l'obligation de remettre le coquille au premier propriétaire. C'est triste, mais nous n'avons pas le choix. La sorcière finit par réussir à neutraliser le sortilège et Mambia retrouva sa belle allure. La technologie de la sorcière a une fois de plus fonctionné, mais dans le bon sens. Et le village retrouva enfin sa prodigieuse chasseuse. Et ce fut un mal pour un bien.
car Mambia va être la première dame à intégrer l'équipe de la battue royale, ce qui entraînera davantage un rapprochement entre ces deux belles personnes. L'entente entre le prince et Mambia étant plus forte, leur complicité plus solide et leur attraction très dynamique, les deux pisteurs de gibier devinrent finalement des tourtereaux et se marièrent. C'est aussi grâce à vous que nous sommes heureux et unis aujourd'hui. C'est promis, vous serez tous récompensés par la cour. Nous ne savons toujours pas qui est à l'origine de ce sort, mais je suis fort convaincu que la nature s'en chargera. Et merci d'avoir été présent à nos côtés pendant ces moments durs. Bonjour. Bonjour. Avancez, c'est qui? Avancez. Ah, c'est toi. Tu es revenu encore. Et c'est pour quel service? Ou bien c'est toujours des empreintes de pieds? Oui, ce sont des empreintes de pieds. C'est pas la même personne par hasard? Oui, c'est pour la même personne. Jintalia revint avec les empreintes de Mambia qu'elle réussit à ramasser dans la foulée une fois de plus encore. Ne sachant pas la dangerosité de son geste, elle essaya une fois encore de faire barrière au destin de celle qu'elle considère telle une rivale. Mais Jintalia ignorait qu'une fois que le sort ait été brisé, il crée une forme d'écran de défense autour de Mambia qui se trouve protégée à vie. Le mal est ainsi donc redirigé aussitôt vers l'instigatrice qui se transforma en gyrophacochère, un mélange de girafe et de phacochère. Dégoûtée par son apparence, Jintalia courut et se réfugia dans la brousse parmi les animaux, devenant ainsi un futur gibier parmi tant d'autres, espérant peut-être qu'un jour, un bienfaiteur la trouverait, la reconnaîtrait et avec un peu de chance, lui rétablirait son apparence humaine. Il y a des moments où les susurrements de nos cœurs et les parfums de nos émotions nous tournoient la tête. Et peu importe le degré de cette jalousie, de ce rancœur, de ce ressentiment, quand le destin dit oui, nul ne peut dire non. Alors il ne servira donc à rien de se mettre en travers de chemin de vie d'autrui, au risque de se faire grièvement faucher. Ne dit-on pas que toute destinée est une suite d'accidents à retardement avec le coup de grâce au bout? Un jour, un homme se présenta auprès d'une famille pour demander la main d'une fille. Une fille qu'il aimait beaucoup. Les parents se concertèrent et lui donnèrent une suite favorable. En échange, sous forme de dot symbolique, ils lui exigèrent 3 vaches, l'une blanche, l'autre rouge et enfin, la dernière, une vache noire. N'ayant pas assez de moyens pour honorer le contrat établi entre les deux familles, il consulta ses parents. Ainsi, ils décidèrent de se séparer de quelques biens, disons précieux, qu'ils troquèrent contre les vaches. Une fois les biens réunis, il s'apprêta à entamer ce long voyage qui conduit au village de sa dulcinée. En route, il fit la rencontre d'un homme assez particulier. Il est simplement cauchemardesque.
Il avait un œil au milieu du visage, un orifice en guise de narine, des lèvres cousues qui lui servent de bouche dans laquelle apparaît une dent sale et fourchue. Ces rares poils qui lui servent de cheveux ne sont que des vers. L'homme est répugnant. Il avait un bras tentaculaire et enfin un pied avec des doigts ramifiés. Quand le jeune homme l'aperçut, il précipita ses pas. Mais soudain, le prétendant feint de ne pas l'avoir entendu et se dépêcha encore plus. Miro, tu n'as pas entendu ou quoi? C'est à toi que je m'adresse. Oui? Donne-moi une vache, j'ai faim, je veux manger. Je ne peux pas, je suis navré, je dois me marier et j'ai mis toutes nos économies pour honorer mon engagement. J'ai faim, donne-moi une vache ou je te mange, toi. Non, prends ce que tu voudras, prends. L'ogre avala d'une bouchée la vache et pendant qu'il mangeait, le prétendant se précipita pour s'éloigner de cet endroit horrible. Il s'arrêta pour souffler un peu. Quelle mésaventure. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore faim, donne-moi une vache que je mange. Et moi, je fais comment alors? Donne-la-moi ou je te mange. Non. Prends la deuxième aussi, prends ce que tu voudras. Tout ce que tu veux, tu prends. Et comme à l'accoutumée, il dévora la vache d'un trait. Ses dents cornues et fourchues déchirèrent la chair telle une simple feuille. Sa bouche pourrie et pestilentielle est flexible et s'ouvre comme une ventouse. Pendant qu'il mangea, la deuxième vache, le prétendant courut aussi longtemps qu'il pourra pour sauver la dernière. Il espère convaincre ses futurs beaux-parents en leur racontant sa mésaventure. Et peut-être, avec un peu de brin de pitié et une pincée de chance, ils acceptèrent son offre. Après avoir traversé tant de paysages, il n'est plus loin du village de sa bien-aimée. Il est souriant, il est tout content. Lorsque soudain... Donne-moi la troisième vache, j'ai faim. Donne-moi. Je veux manger, j'ai faim. Sinon, je vais te manger toi. Non, prends la dernière aussi, prends. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et il la prise celle-là aussi. Le jeune homme comprit que l'ogre ne lui laissera pas la vie sauve et qu'il reviendra à la charge. L'homme courut à toute vitesse pour sauver sa peau. Et une fois de plus, l'ogre le rattrapa. Conduis-moi chez ta future épouse. J'ai faim, je veux aussi la manger. Sinon, je te mange toi. L'homme courut se réfugier sur un arbre. La créature le suivit. Et en escaladant, il monta aussi haut, plus haut. Et accidentellement fit chuter une ruche d'abeilles sur la créature pestilentielle. Les abeilles effrayées la piquèrent de manière multiple, continue et douloureuse. La bête se tordit de douleur et prit la fuite. Le jeune homme continua son chemin jusqu'au village de sa dulcinée. Et contre toute attente, ils lui donnèrent en mariage leur fille. S'aimer un ogre demande de la ruse, une ruse qui vaut mieux que 3 vaches réunies. Il était une fois dans un pays lointain se trouvait un village dont la royauté faisait la réputation, surtout par le caractère fort du roi. Il s'appelait Don Colmo. Il
était sévère, sans filtre d'empathie. Son visage dur est traversé de rides et ridules qui expriment chacun la cruauté de son cœur. Sa fille, par contre, bien qu'elle soit sa progéniture, représente tout son opposé. Simple, radieuse, insouciante, ses yeux si malicieux reflètent sa personnalité pétillante. Le père sévère, vêtu de sa tunique en coquillage et de ses galons dorés faits de coris, fait peur aux hommes et du coup, très peu vinrent demander la main de sa fille. Et quand bien même il y en a quelques-uns qui sont ambitieux et courageux. Un jour vint un homme, il demanda sa main. Il était en état, disons, non conforme pour la royauté. Oui. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai, je suis pauvre. Mais j'ai essayé de réunir un peu de mon économie pour venir demander la main de votre fille, de votre adorable, sublime et pétillante fille. Il lui montre de ses paumes de main crevassées et déchiquetées par la dureté de la vie quelques pièces de coris qui représentaient entre-temps son économie faite de quelques coris qui étaient autrefois le moyen d'échange le plus répandu. Mais regarde quand même ce que j'ai apporté. J'ai réuni un peu mes économies. Je sais que ça ne représente pas grand-chose. Mais on peut se débrouiller en attendant avec et on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais qui sait? Peut-être que dans l'avenir, Dieu redorera ma situation et que je deviendrai riche. Toi, tu veux épouser ma fille? Toi, là, tu empestes la misère. Tu n'es même pas capable de prendre soin de toi. Comment seras-tu à mesure de prendre soin d'une princesse? Dehors! Dehors! Je ne supporte pas son odeur. Misérable et désagréable. Mais l'homme en question, déguisé en misérable, est un génie. Choqué et dévasté par cette gifle d'humiliation, il décida alors de punir Don Colmo, le roi cruel, en jetant un mauvais sort sur sa fille chérie, pauvre innocente. Son joli visage doux et lumineux commença à crépiter des boutons purulents. Son nez se gonfla tel une pâte de beignet et ses yeux prirent l'apparence d'un démon. Ah! Elle est devenue d'un coup affreuse. La belle est devenue dégoûtante, repoussante à vomir. Et on disait que depuis ce jour,
Elle resta recluse derrière un rideau de perles qui dissimula cette face de monstruosité. Et plus aucun homme ne vint demander sa main. Loin dans une contrée éloignée, au panorama incroyable, vivait un jeune homme débordant d'énergie et de soif de découverte. Tous les endroits sont idéaux pour lui, pour se ressourcer. Cette énergie bouillonnante et débordante le pousse à marcher, à voyager le long des terroirs. Mais il ne voyageait pas seul, il est toujours accompagné de son inséparable harpe, son instrument de musique. Il poursuivit sa route jusqu'au jour où il arrive dans une ville. Il décida de camper là. Comme il ne connaissait personne, il usa alors d'une de ses actes pour attirer du monde autour de lui. Il alla au marché hebdomadaire, chantait et déclamait des poèmes. Comme il était beau, cette beauté afflue aussi sur ses mots. Soudain, parmi le monde, dans la foule, il remarqua une femme couverte et le visage enfui dans des parures ficelées avec art. Plus tard, quand il termina son spectacle et qu'il ait récolté de quoi survivre, l'audience se dispersa. Le voyageur se trouva seul. Mais curieux, il suivit la mystérieuse dame jusqu'à la porte d'un beau village. Mais il fut très vite arrêté par les soldats de la garde qui le présentèrent à Donkolmo, le roi de ce village. Ils réquisitionnèrent toutes ses affaires et sa harpe aussi et le jetèrent en prison. Et quand le roi un jour lui demanda pourquoi avait-il suivi sa fille, l'homme lui répondit qu'il l'a aimée dès le premier regard. Mais tu te moques de moi ou quoi? Elle n'a barbe en plus. Il n'a ni barbe, ni moustache. Et alors, où est le problème? Donkolmo, le roi, est réputé être un homme dur, sans pitié, méprisant, impossible à raisonner. Certaines personnes racontent que c'est à cause de ce caractère insupportable que personne, que nul humain n'oserait venir demander la main de sa progéniture. La fille du roi, appelée aussi le visage champignon, porte une face ébouriffée. Sa peau est envahie par des boursouflures, des éruptions cutanées qui lui donnent une apparence monstrueuse, repoussant tout homme tenté par un mariage. On raconte aussi qu'un jour, un génie aurait demandé sa main. N'ayant pas digéré l'humiliation du refus de la famille, il condamna cette beauté dans ce masque répugnant pour l'éternité. La jeune et fraîche princesse vit désormais éclipsée dans une toile de tissu et de perles qui la protège des regards offensants. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Depuis combien de temps vous êtes ici? Vous êtes encore vivant? Non, je ne vais pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Faites-moi sortir de là. Je ne veux pas devenir pourriture. Le jeune voyageur, quant à lui, enfermé dans la prison, ne sait plus quoi faire. Son ego d'homme fier a tant lutté pour retenir ses larmes. Il a beau essayer de ne pas pleurer, mais il céda.
Le nomade, l'explorateur des contrées, n'a hélas pas pu retenir ses larmes qui s'écoulèrent désormais le long de ses joues. Soudain, une forme lumineuse jaillit de ses flaques de larmes. Une gamargue apparut. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Elle se présenta et lui offrit 5 tiges de poils de cheval qui lui servent de collier. Ensuite, elle lui donna une de ses plumes magiques et disparut. Les poils du cheval étaient aussi solides qu'un fil de toile d'araignée et la plume était aussi flexible et résistante qu'un tige de bambou. Mais l'explorateur ne sait quoi faire de ce cadeau et les laissa là, dans un coin de la cellule. Ainsi, les jours passèrent et sombrant dans l'ennui et le désarroi, un matin, il décida de s'en occuper. Il bricola négligemment et par accident, et ironie du sort, il confectionna un instrument de musique. Tout content, tout excité par cet objet élaboré par son artifice, il se mit à chanter. La première fois que j'étais aperçu, je me suis demandé qui t'a conçu. Traditionnelle et belle, tu es si légendaire. Sa belle voix, habillée par la magie de l'instrument musical, coula le long des murs de sa cellule et arriva jusqu'aux oreilles de la princesse des laideurs. Si je devrais te redessiner, je te couronnerai du ton sarré. Au fil du temps, il est devenu sa nouvelle passion. Après, bien sûr, celle de la lutte contre l'oubli de celle qu'elle avait été. Je te couronnerai du ton sarré. Ses mots, sa voix, la musique firent du bien à cette princesse, longtemps très éprouvée, qui s'est sentie tellement bien, une sensation presque nouvelle et inconnue pour elle, une sensation oubliée, comme son visage, son beau visage qu'elle avait planqué dans l'armoire de l'oubli. Et même si sa gentillesse ne lui a valu que de la méchanceté de la part de Don Colmo, le roi, notre explorateur a fini par guérir la princesse. Il l'a guérie de l'intérieur, ce qui lui a valu de briser le sort du génie maléfique et lui rétablir sa beauté légendaire. Plus tard, les deux âmes se marièrent et l'on disait que la princesse était devenue beaucoup plus rayonnante. L'amour et les mots ressourcèrent continuellement sa beauté et son bonheur. Et les notes de la musique réussirent ainsi à attendrir la fureur incandescente du cœur de Don Colmo, qui devint le reflet de l'empathie et de la tendresse. Notre voyageur, quant à lui, est devenu un heureux prince, mais sédentaire. Et comme disait un adage africain, le bonheur ne s'acquiert pas. Il ne réside non plus dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Notre langage définit deux fois notre degré de civilisation. Il traduit aussi notre niveau d'éducation et parfois il renseigne sur la philosophie de la société d'où nous venons. Alors pourquoi ne pas favoriser de belles paroles à la place des mots offensants? C'était au temps où les animaux parlaient avec les hommes, l'époque où le royaume des morts côtoyait ceux des vivants. C'était il y a très longtemps dans une belle contrée. Elle est bordée par les esprits du soleil
le jour, et bercé par les légendes, le soir. Et c'est dans cette belle composition poétique qu'habitait Dana. Dana qui signifie la gentillesse. Dana est la benjamine d'une fratrie de 10 rayonnantes et radieuses filles. La première a épousé un célèbre cultivateur. La deuxième a aimé un bon pêcheur. Quant à la troisième, elle a choisi de passer le reste de sa vie aux côtés d'un courageux guerrier. La quatrième n'a pas résisté au charme mielleux d'un apiculteur. La cinquième, quant à elle, s'est mariée avec un tissutier. Le cœur de la sixième a été dérobé par un maroquinier qui fabrique de magnifiques produits. Le destin de la septième a croisé le chemin d'un maçon et depuis, ils sont très heureux. Le mariage de la huitième avec un illustre forgeron a été récemment célébré et la neuvième a opté pour une vie commune avec un gentil nattier. Telle était la volonté de leur mère avant de quitter le monde des vivants, voir toutes ces filles vivre le restant de leurs jours auprès des hommes qu'elles aimaient. Si le mariage des 9 sœurs ont été simples, sans encombre et joyeux, ce n'est hélas pas le cas de la dernière. Dana voulait pourtant se marier, mais ce désir n'est pas partagé par sa grand-mère. Non. En tant que grand-mère, je dois veiller à ce que ma petite fille ne se marie pas avec un misérable cultivateur. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Comment ça fait-il que aucune de vous se marie à un homme riche? Mais non, voyons, maman. Toutes mes filles sont heureuses. Et regarde, chaque année, elles nous offrent des présents. N'est-ce pas ce qui compte? Ce qui compte, c'est de passer le restant de sa vie aux côtés d'un homme riche qui vous couvre de cadeaux et de belles choses. C'est rien tout ça, maman. Moi, je veux que ma fille soit juste heureuse. Papa, grand-mère, que se passe-t-il? Dana est tout aussi surprise d'entendre sa grand-mère exprimer autant sa volonté de voir sa petite-fille épouser un homme riche. Hélas, dans cette région, on ne trouve pas beaucoup de richissimes hommes. Car pour ceux d'ici, avoir beaucoup de biens n'est pas forcément signe de richesse. Dans cette contrée, la richesse est plutôt la bonne humeur, la joie et la capacité de produire quelque chose d'utile pour soi et être aussi utile à sa communauté. Dana ne comprend pas l'attitude de sa grand-mère. Grand-mère, tu es au courant que je veux me marier avec le jeune cultivateur, non? Encore un cultivateur, un misérable cultivateur qui se nourrit de la poussière de la terre. Non, pas du tout. En tout cas, moi, je n'accepterai pas de vivre les restants de mes jours. Pauvre, je compte sur toi pour vivre une vie de princesse. Tu sais, je veux une belle sépulture à l'image de la vie que je compte mener. Grand-mère, maman. Vous savez, hier quand je me reposais sous cet arbre là-bas, mes paupières se sont mises involontairement à se contracter. La preuve que nous allons recevoir un étranger bientôt, pas n'importe lequel. Quelques jours plus tard, pendant que le village vaquait à ses occupations quotidiennes, débarqua un homme. Un homme d'une belle allure et qui respire la richesse, telle que définie par la grand-mère de Dana. Bonjour, mère. Bonjour, mon fils, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce ici la maison qui a vu naître 10 belles créatures? Oui, mais avancez. Elle lui étala la plus belle natte et l'accueillit dans la cour de la maison. Mais pendant qu'ils échangeaient, la chienne de Dana, qui est aussi sa meilleure amie, s'est mise étrangement à renifler le visiteur. Puis elle s'est mise étrangement et anormalement à aboyer.
Viens, mon ami, ne dérange pas notre visiteur. Le visiteur fut ébloui par la beauté, la fraîcheur, la gentillesse et l'innocence de Dana. Et c'est pour elle qu'il est venu. Il voulait l'épouser. Mais le père de Dana reste toujours craintif. Mais de quelle région venez-vous? Je viens de très très loin. Il faut compter au moins 3 crépuscules pour y arriver. Ben, je ne connais hélas pas cette région, monsieur. Oui, parce qu'elle est uniquement connue des nôtres. Je veux dire, les riches bonhommes de... Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Mido. Mido qui signifie homme, c'est ça? Oui, mon futur beau-père. Je n'ai pas encore répondu à votre requête, monsieur. Mais pourquoi tu... C'est compliqué, hein? La grand-mère, prise d'euphorie, refuse d'écouter son fils et s'en tient à sa volonté. Pour elle, c'est l'occasion, l'ultime opportunité offerte par Dieu pour rattraper son rêve de jeunesse. C'est lui de vivre dans l'opulence. Mère, je ne veux pas te contrarier, mais cet homme qui vient de partir ne m'inspire pas du tout confiance. Et hélas, je ne peux pas accepter de donner la main de mon enfant à un inconnu. Ce n'est pas un inconnu, c'est Mido. On ne sait pas si c'est un sorcier. On ne sait même pas qui est sa famille, d'où il vient, sa lignée. Ah, toi aussi, tu vas mourir pauvre. Eh oui, autrefois, avant que tout lien entre deux familles ne soit scellé, des investigations les plus profondes sont réalisées afin de déterminer les origines, les alentours des prétendants. Car ici, on craint les sorciers malsains et les esprits déguisés en bonhommes. Mais l'insistance et l'abnégation de grand-mère ont remporté sur la méfiance et le refus du reste. Et le jour suivant, l'union sacrée a été conclue. Le mariage a été célébré et Dana s'apprêta à regagner la maison conjugale. Elle porta ainsi son saré, prit ses affaires et s'apprêta à partir. Tiens tes affaires, je t'ai posé aussi ton miroir préféré. Que quoi? Le miroir? Non, tu es si belle que tu n'as point besoin de miroir pour vérifier ta beauté. Mais qu'est-ce que je veux faire sans mon miroir? Moi, je veux bien aller avec mon miroir. Non. Tu n'as pas besoin d'un miroir. Je suis ton miroir et je te dirai que tu es la plus belle demoiselle de la région. Et maintenant, tu es la plus belle mariée. D'accord. Ben, je vais prendre ma chienne. Nous reviendrons un autre jour pour la chercher. Mais Mais attendez. Laisse-les partir. Ah, les beaux mariés. Enfin, je veux vivre mon rêve. Le cheval détala à toute allure, mais la fidèle chienne de Dana s'est mise aussi à les suivre. Mais le cheval était tellement rapide qu'il disparut dans les vents. Alors la chienne s'est servie de son odorat pour retrouver la maison. Plus tard, ils arrivèrent au palais. À l'arrivée, Dana découvre un beau palais. Oh, c'est beau ici! Ce n'est pas ici, ma belle, c'est chez toi. Dana essaya tant bien que mal de s'y adapter et de démarrer ainsi sa nouvelle vie de riche. Mais sans connaître la curiosité de celle-ci, car elle avait apporté dans son sac un bout de miroir. Un jour, alors qu'elle se mirait, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le reflet du très beau palais n'est pas celui qu'elle voit à travers le miroir, car dedans, elle voit plutôt une étrange forêt montagneuse. Et soudain surgit un monstre. Qu'est-ce que tu as fait? Ne t'ai-je pas dit de ne pas toucher à un miroir? Tu en étais dur. J'espère que cela ne me donnera pas de se la retordre quand je te mangerai. Au secours!
Au secours, on va me bouffer, au secours! Au secours! Au secours, aidez-moi! Au secours! Non! Dana s'est mise à courir, à courir, à courir aussi vite qu'elle pourra. Aussitôt, elle grimpa sur un arbre. Et là, cette maison réserve des surprises. Elle tomba et le monstre l'attrapa. Il la fit prisonnière dans une tangou, une calebasse spéciale, sans aucune possibilité de sortie. La chienne, témoin de la scène, courut informer les parents de Dana. Elle emporta avec elle un morceau de saré. Quelque chose est arrivé à notre enfant. Oh mon Dieu, ma fille. Oh, ma petite fille, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'avais averti, maman. Je t'avais pourtant averti. T'aurais dû insister. Il se pourrait que cet homme m'a aussi ensorcelé. Je ne savais pas que c'était un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Cet homme est un monstre. Regarde les traces de morsures sur la parure. Elles sont profondes. Oh non, ma fille. Qu'est-ce qui va lui arriver? Vite, il faut trouver une solution pour la libérer, avant qu'il ne soit trop tard. Impossible d'y arriver avant 3 jours. Même si la chienne pourrait y les conduire, alors il se précipite sur le Racheng, le haut lieu pour consulter la Gamarga. Après lui avoir expliqué la situation, elle consulta les ancêtres et leur offrit quelques possibilités. Elle leur donna d'abord une monture spéciale. Voici la monture. Il sort des profondeurs de la légende ancestrale. Sa vitesse est celle d'un guépard, furtif comme un caméléon, avec le 6e sens d'un cheval. Prenez aussi ceci. Ce sont les larmes de la lune. Vous devez l'injecter contre la bête et vous verrez ce qui va se passer. Surtout ne le ratez pas, sinon il vous emprisonnera à jamais dans son monde. Le père de Dana, l'ex-fiancé cultivateur et la chienne prennent la route pour le palais du monstre. Il s'agit d'une créature qui a profité d'une petite faille pour quitter le royaume des fantômes. Il se nourrit des âmes innocentes qu'il macère dans sa calebasse pendant plusieurs jours avant de les manger. Il semble que cette calebasse leur offre un goût spécial, très appétissant. Quand ils arrivèrent, ils marchèrent sous les plantes des pieds pour ne pas se faire remarquer. La chienne les conduisit jusqu'au lieu où la calebasse fut soigneusement gardée. Mais un problème se pose, car cette calebasse est gardée au fond d'un labyrinthe de toiles d'araignée. La moindre vibration réveillera le monstre. Mais il ne leur reste pas trop de temps pour libérer la fille. Sinon, quand il se réveillera, il la mangera. Mais pendant qu'ils tentèrent de dérober la calebasse, le monstre les surprend malheureusement. Il se mit aussitôt à leur poursuite. La chienne s'accrocha à sa fourrure et pendant qu'il chercha à se débarrasser de la meilleure amie de sa femme, l'ex-fiancé le visa avec la flèche et lui tira dessus. Une flèche armée de la précieuse larme de lune. Le monstre cria. Il fut expédié aussitôt dans sa dimension, celle du royaume des fantômes. Au même moment, Dana fut libérée, car la magie fut brisée. Quand elle rentra chez elle, sa grand-mère regretta ses gestes. Ma petite fille, j'ai failli te perdre. Ma petite fille, j'ai failli te perdre. Ce monstre m'a jeté un sort. Pardonne-moi. Viens dans mes bras que je te serre. Oh, je t'aime, ma petite fille. Les jours suivants, sous la bénédiction de la famille et des ancêtres, Dana épousa finalement son ex-fiancé. Car en plus d'être un cultivateur de bonne qualité humaine et professionnelle, il s'avère être aussi un courageux archer. Et depuis ce jour, grand-mère renonça définitivement à son rêve de vivre dans l'opulence à travers sa petite fille Dana.